merci Olivier de bien vouloir répondre à mes questions. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, donc je m'appelle Olivier Ami, je suis gynécologue obstétricien et aussi qualifié en radiologie. Et j'ai fait beaucoup d'informatique avant de faire médecine. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi un accouchement peut être traumatique? Alors un accouchement, il peut être traumatique soit pour la mère, soit pour l'enfant, éventuellement pour la famille, mais c'est plus rare, pour ceux qui assistent à l'accouchement quand il se passe mal. Il peut être traumatique de plusieurs manières. Il peut être traumatique d'abord physiquement, parce qu'il peut y avoir des conséquences traumatiques de l'accouchement sur les tissus. Alors principalement le périnée pour la mère et principalement le cerveau pour l'enfant, mais pas que, ça peut aussi concerner la peau, le scalp, etc. Et il peut être aussi traumatique de manière psychologique, notamment pour la maman, parce que il y a une situation d'urgence qui survient ou une situation imprévue et pour laquelle la mère et en tout cas les parents n'étaient pas préparés et pour laquelle la réaction de l'équipe peut être traumatisante, même si au final l'équipe peut avoir l'impression d'avoir bien fait son travail. On a pu passer à côté parfois d'une impréparation des parents à une situation d'urgence ou à des manœuvres particulières. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on pourrait prévenir justement ces traumatismes? Alors déjà, ce sont des traumatismes qu'on peut percevoir tant que l'accouchement n'a pas eu lieu. On peut les percevoir pendant le travail parce qu'on en a des prémices. C'est notamment lorsque le travail est long, lorsqu'il est entre guillemets laborieux, c'est-à-dire qu'il est émaillé par des anomalies du rythme cardiaque fœtal, parce qu'il y a une anomalie de présentation de l'enfant, parce qu'il y a des antécédents particuliers qui nous font penser qu'une situation de dystocie est en cours de récidive, parce qu'il peut y avoir nécessité de recours à des produits contre la douleur en quantité inhabituelle ou à des produits pour accélérer l'accouchement parce qu'il est trop lent. Donc on peut déjà en avoir une petite idée pendant le travail, mais on peut aussi essayer par la collecte d'un certain nombre de données avant l'accouchement, d'avoir une petite idée par anticipation, d'avoir des critères prédictifs et préventifs d'un accouchement qui va être difficile. Alors c'est par exemple quand on estime que le bébé est vraiment trop gros, c'est pour ça qu'on fait des échographies pour estimer le poids, ou qu'un bassin est vraiment trop petit, c'est pour ça qu'on fait des examens cliniques, ou qu'on ait recours à l'imagerie, parce que dans mon expérience, je crois beaucoup en l'imagerie, à son avenir, mais ça peut aussi être tout simplement des antécédents particuliers qui font redouter une situation à risque. Et en tout cas, rien ne remplace la discussion avec les parents et surtout la maman pour anticiper ces éventuelles situations qu'on entrevoit qui sont plus à risque de survenir, non seulement pour lui permettre de se préparer, mais aussi pour lui présenter les alternatives à ces risques et pour recueillir son consentement éclairé et son libre choix. Du coup, tu as créé une technique et plus précisément un logiciel qui permet un petit peu de prédire comment va se passer l'accouchement et s'il va éventuellement y avoir une dystocie. Est-ce que tu peux nous dire concrètement comment est-ce que ça peut aider les femmes et les bébés? C'est un logiciel qui s'appelle PrediBirth, qui est utilisé à travers un service en ligne qui s'appelle Sim37, qui est une simulation d'accouchement à 37 semaines, qui se fait à partir d'imagerie IRM en général, mais ça peut être d'autres modalités d'imagerie, mais c'est principalement l'IRM qu'on utilise parce qu'il n'y a pas de rayonnement ionisant. Alors, c'est pas un logiciel qui va prédire ce qui va se passer à l'accouchement, contrairement à ce que j'ai vu écrit à certains endroits sur Internet. C'est en fait un logiciel qui va permettre de simuler l'accouchement pour faire un calcul de compression du cerveau de l'enfant au moment du passage dans la filière maternelle. C'est-à-dire que la simulation d'accouchement, elle réussit toujours avec ce logiciel. Elle arrive toujours à faire passer le bébé dans le canal de naissance. Mais elle va estimer quel doit être le modelage du crâne fœtal nécessaire pour que l'enfant passe. Ce logiciel, il n'évalue pas la compliance de la tête fœtale, c'est-à-dire la capacité de la tête de l'enfant à se déformer. Il y a certains enfants dont la tête ne va pas accepter de se déformer facilement, donc on va avoir une mauvaise compliance et ça va aboutir en fait à un blocage de ce qu'on appelle un travail obstrué, c'est-à-dire qu'il y aura une stagnation de la dilatation.
ou alors ça va aboutir à une situation de descente de la tête fœtale si la tête est très compliante, mais dans ce cas-là, s'il faut qu'elle soit beaucoup comprimée pour passer, même si biomécaniquement le passage est facile, ça ne veut pas dire que pour le cerveau de l'enfant ce soit une bonne chose. Pour l'instant, on ne sait pas dire si dans ce groupe où le logiciel calcule qu'il faut une grosse compression du crâne pour que l'enfant passe, si ce n'est pas dans ce groupe que se situent les problèmes, les traumatismes pour l'enfant. Alors un accouchement traumatique pour un enfant, il ne va pas forcément être visible après la naissance, parce que d'abord l'enfant il se plaint de rien, parce qu'on ne va pas forcément dépister des petits signes d'encéphalopathie liés à l'accouchement, et enfin parce que souvent il y a des hémorragies cérébrales ou des ischémies même qui sont asymptomatiques, parce que le pH diminue pas beaucoup, et d'ailleurs les hémorragies ne font pas diminuer le pH, et comme l'enfant ne se plaint pas et que ça ne se voit pas sur le score de réanimation qu'on a, qui est le score d'Apgar à la naissance, eh bien on peut tout à fait passer à côté, donc on ne se rendra pas forcément compte que l'accouchement a pu être traumatique pour l'enfant. Et ce n'est que ultérieurement dans son développement que ça pourrait apparaître. Donc aujourd'hui, on utilise ce logiciel en recherche pour essayer de déterminer à quel moment on peut aider les patientes à avoir une estimation de ce risque à l'avance, pour leur permettre de faire un choix, surtout lorsqu'elles ont un doute. Et il apparaît que dans les groupes où les enfants ont des grosses déformations du crâne, si le crâne accepte de se déformer et que l'enfant descend dans le canal de naissance, au moment où la tête va passer sous la symphyse et va faire sa rotation autour de la symphyse pour sortir, si le crâne est en pain de sucre, c'est-à-dire qu'il est allongé dans le sens de la hauteur pour rétrécir de calibre en largeur, et bien c'est là qu'au moment du passage, il va étirer le plus le périnée. Donc il n'est pas impossible qu'on ait la possibilité d'anticiper les déchirures périnéales et les traumatismes pour l'enfant liés à la naissance dans les groupes où les déformations nécessaires pour passer sont très importantes. Ok. Et si je comprends bien, il y a des femmes qui ont physiologiquement des bassins dans lesquels soit le crâne serait obligé de grandement se déformer, soit ça pourrait pas passer. On pourrait essayer de prédire ça. Alors de tout temps, la pelvimétrie ou la mesure du bassin qui a été utilisée et évaluée, ça a démontré que la mesure seule du bassin ne dit pas si un accouchement peut avoir lieu ou pas sur le plan biomécanique. Parce qu'il y a des grands bassins qui accouchent pas du tout et des petits bassins qui accouchent très bien. Donc c'est vraiment la question, et puis la pelvimétrie répond seulement à la question, est-ce que ce bassin-là est normal par rapport à la population ? En revanche, la question c'est, est-ce que cet enfant-là passe dans ce bassin-là ? Et notre logiciel, il réussit toujours à faire passer l'enfant et il calcule le degré de déformation qu'il a fallu appliquer pour que cet enfant-là passe. Donc on est sorti de la pelvimétrie simple où on essayait de déterminer par rapport au bassin et en fait par rapport à un enfant médian, parce qu'on n'avait pas de données sur l'enfant. Là, grâce à l'imagerie, on a les données sur les dimensions et sur la géométrie de la tête de l'enfant, et ainsi que sur les dimensions et la géométrie du canal de naissance. Donc on peut aujourd'hui confronter les deux. Et comment cette idée t'est venue ? Cette idée, elle m'est venue tout simplement parce que dans les maternités où j'ai travaillé depuis le début de ma formation, on a un certain nombre d'accouchements sur lesquels c'est un peu la loterie, c'est-à-dire qu'à part les césariennes programmées ou les accouchements, je dirais, de grandes multiparts qui ne posent jamais de problème, on se retrouve à avoir des accouchements dont on n'était pas capable de donner l'issue et qui aboutissent à des situations d'urgence où on est obligé de résoudre les problèmes en urgence, donc passer en césarienne code rouge, de faire des forceps, et avec jusqu'à maintenant aucun moyen de prédire ou de prévenir ces situations un peu stressantes et traumatisantes, aussi bien d'ailleurs pour les parents que pour le personnel, parce que le personnel doit des fois réagir dans une grande urgence, et il n'y arrive des fois pas. Et donc l'idée m'est venue que peut-être que l'informatique pourrait, avec l'imagerie, apporter des solutions avec des moyens modernes. Et par ailleurs, j'ai beaucoup vu d'enfants pour lesquels les pédiatres étaient obligés d'intervenir pour refroidir le cerveau, donc les hypothermies cérébrales chez le nouveau-né. En fait, à chaque fois que je m'interrogeais sur les causes, la réponse pédiatrique était assez invariablement les mêmes, c'était qu'il y avait eu un manque d'oxygène
à la naissance. Or, dans les causes de manque d'oxygène, quand on regarde dans les livres, on voit assez facilement que les dystocies céphalopelviennes peuvent être responsables de ce genre de manque d'oxygène. Donc l'idée m'est venue que la compression cérébrale pouvait peut-être être anticipée parce que c'est un simple phénomène biomécanique de confrontation entre un mobile et une enceinte rigide. Du coup, quelque part, grâce à cette prédiction, on transforme un accouchement qui pourrait être très très stressant pour la mère en un accouchement plutôt serein. Alors, je pense que la sérénité, elle naît d'une part du respect du choix des parents qui ont la possibilité de choisir. C'est pas parce que le logiciel calcule un mauvais score pour la compression cérébrale que les parents ne peuvent pas choisir de faire une épreuve du travail quand même. Mais ça change un petit peu leur perception de ce qui va se passer parce que ça permet de discuter de l'issue pour l'accouchement de cette information. Et donc ça permet à l'équipe de décrire les modalités de prise en charge si ce cas se réalise. Et les parents, bien souvent, quand ils voient que le chemin, que la trajectoire que prend l'accouchement est à peu près la même que celle qui leur a été décrite dans ce cas-là, souvent font le choix de résoudre un petit peu plus en temps et en heure, et l'équipe aussi d'ailleurs, la dystocie plutôt que de la laisser évoluer jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment très urgente à prendre en charge. Pour moi, la sérénité d'un accouchement, c'est d'abord une information éclairée, le libre choix de la patiente, qui peut choisir ou pas de s'exposer à un risque en connaissance de cause, c'est son corps et c'est son choix de s'exposer ou pas à ce risque. Une équipe qui est préparée et qui se donne les moyens d'intervenir en fonction du degré de prévision de la difficulté d'un accouchement, et puis des parents qui sont préparés à l'éventualité de passer à une procédure d'urgence de résolution de la dystocie si jamais le cas se présente, donc d'avoir des parents qui sont préparés. Et enfin, surtout, d'éviter de prendre des risques qui, à mon sens, sont pris, des risques qui se réalisent vraiment en catastrophe lorsque on a poussé aussi loin qu'on pouvait l'attente au lieu de résoudre une dystocie en temps et en heure, et d'arriver à un syndrome de compression cérébrale tel que l'enfant et ou sa mère va être traumatisé par l'accouchement et éventuellement par les circonstances dans lesquelles on réalise cet accouchement. Donc je pense que pour moi, une naissance réussie, une naissance sereine, c'est un enfant dont l'état cérébral est parfait à la naissance et qui va lui permettre d'avoir un cortex pleinement fonctionnel et aucun symptôme d'encéphalopathie néonatale, qui va lui permettre donc de profiter des premières minutes, des premières heures de connexion avec ses parents, par le regard, par les odeurs, par le toucher, par tout un tas de choses, et qui fondent les prémices de la relation avec eux. Ils ont attendu 9 mois en imaginant ce que ça allait être, et ils sont confrontés d'un coup à la réalité de ce qu'ils obtiennent, et ce sont des minutes très précieuses. Donc quand c'est perturbé par une situation de stress, comme une césarienne code rouge, des manœuvres ou des manœuvres de réanimation pédiatrique ou autre chose, c'est pas forcément un accouchement qui me semble réussi, ou en tout cas un accouchement serein. Et donc pour moi, le métier de gynécologue obstétricien moderne, c'est d'être garant d'un capital périnéal pour la mère et d'un capital neurologique pour l'enfant, et de permettre cette rencontre entre l'enfant et ses parents dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Et c'est ça pour moi la sérénité, c'est que ce moment magique, il ne faut pas se louper la possibilité d'une équipe de permettre que ça se réalise dans de bonnes conditions. D'accord. Et du coup, pour ne pas louper ça, est-ce qu'on pourrait imaginer que des femmes qui ont plusieurs facteurs de risque d'accouchement dystocique puissent bénéficier de cette imagerie ? Alors j'ai envie de dire que si elles ont plusieurs facteurs de risque de dystocie, il n'y aura pas beaucoup de surprises sur le fait que probablement il faut déjà avoir cette discussion avec elles. Je pense que ce logiciel, il a plus d'intérêt pour tout le monde, en fait, en dépistage, parce que dans tous les cas où on n'est pas capable de prédire à l'avance dans quel groupe vont se situer les gens au moment de leur accouchement, eh bien, il est probablement préférable de faire un pré-screening pour savoir si les chances sur le plan biomécanique sont au moins bonnes que l'accouchement se passe bien. On peut déjà être très rassurant. Et si on entrevoit qu'il va y avoir un risque de compression cérébrale à l'accouchement,
ou de déformation importante du crâne, eh ben, on peut au moins préparer les gens. Et ça ne se voit pas forcément sur des facteurs de risque anticipables autrement, justement. Donc, à mon sens, l'imagerie par IRM suivie d'un calcul mathématique, dans un avenir proche, que j'espère proche, sera peut-être à même de modifier les standards de toutes les décisions obstétricales que l'on prend actuellement. Merci beaucoup Olivier pour Merci à toutes vous. ces réponses.